Voilà, bonsoir à tous. On se retrouve déjà pour le troisième rendez-vous des doctorants de cette année qui se fait avec le label Science avec et pour la société. Alors, si dans le premier, Eléa Créole, qui est ici aujourd'hui, nous a parlé des eaux souterrains, on a ensuite reçu Kevin Pedron qui, lui, nous a parlé du concept d'antimodernité. Et on va dire, avec ce troisième rendez-vous, qu'on a envie de partager tous les laboratoires de l'université. Nous repassons en sciences, de l'autre côté du laboratoire SPE, avec Rodolfo Chabi Babatunde, qui va nous parler du coup d'une proposition, va nous proposer une approche de modélisation pilotée par optimisation, avec l'utilisation des méthodes heuristiques pour la construction de modèles de comportement d'espèces animales. Alors c'est vrai que dit comme ça peut paraître assez nébuleux, on va dire, comme sujet, mais c'est justement l'objectif, on va dire, de Rodolfo de nous expliquer tout ça clairement. Rodolfo, je te laisse la parole et après, évidemment, il va avoir un jeu, on va dire, de questions-réponses pour aller plus loin. Rodolfo. Merci. Une fois encore, bonjour à tous. Je vous remercie d'être là. Je vais vous parler aujourd'hui de mes travaux de thèse que je mène depuis 2020 au sein du laboratoire SPE et de l'UAR Stella Mar. Ma thèse est intitulée Proposition d'une approche de modélisation pilotée par optimisation. On va utiliser des métaheuristiques pour construire des modèles de comportement d'espèces animales. Cette thèse est dirigée par Antoine Aiello et Bastien Bodge. Ma présentation de ce jour va s'articuler autour des points que voici. Déjà, je poserai le contexte de ma recherche. Ensuite, je vous parlerai de mon approche de modélisation pilotée par optimisation. Je vous présenterai les résultats que j'ai pu obtenir de cette approche et je finirai par une conclusion et vous présenterai les perspectives que j'ai pour ces travaux. La première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi il faut s'intéresser au comportement des animaux. Et cette question, figurez-vous que même quand on remonte jusqu'à la préhistoire, on pourrait trouver réponse à cette question puisque les hommes préhistoriques se devaient déjà de connaître leur environnement, savoir comprendre le comportement de quels animaux ils pouvaient chasser ou domestiquer. Aujourd'hui encore, ces mêmes questions se posent, mais d'une autre manière. Déjà, sur le plan écologique, les derniers chiffres font état de 36% des espèces répertoriées qui sont menacées. Et donc, pour pouvoir mieux les protéger, il faut bien évidemment mieux les comprendre. Et l'autre aspect aussi, c'est l'aspect économique. Prenez l'exemple d'une espèce comme la langouste rouge qui représente 70% du chiffre d'affaires des activités de pêche en Corse. Donc, si nous comprenons mieux cette espèce, nous pourrons donc produire en quantité et en qualité pour le bien des consommateurs et aussi des professionnels. Donc, en connaissant mieux cette espèce, on pourra mieux connaître ses habitudes, mieux connaître ses zones de fréquentation, histoire quand même d'accroître la productivité des professionnels. Et pour comprendre le comportement des espèces, évidemment, il faut essayer de les observer afin de pouvoir en tirer des conclusions. Et observer des animaux, ça ne se fait pas sans contrainte. La première, c'est qu'on n'a pas toujours accès aux individus qu'on recherche. Aller superviser ou aller suivre un lion de près, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Il y a d'autres espèces qui vivent vraiment à des profondeurs qui sont vraiment difficiles d'accès pour l'humain. L'autre point aussi, c'est qu'on n'arrive toujours pas à faire des suivis en continu, soit parce qu'on est limité par la durée, et même quand on utilise des moyens technologiques pour les observer, à un moment donné, on est à court d'énergie, batterie faible, couverture réseau, donc un ensemble de problèmes technologiques. Et le point encore très important, c'est qu'il faut pouvoir faire une observation non intrusive, c'est-à-dire observer l'individu, mais quand même de telle sorte à ne pas perturber son comportement réel par notre présence ou bien par le fait qu'on leur place des capteurs. Et face à toutes ces contraintes, une solution apportée par les objets connectés. Depuis ces dernières années, la démocratisation des objets connectés a permis l'apparition d'une multitude de capteurs qui sont miniaturisés. Et ces capteurs ont l'avantage d'être de longue portée et de consommer très faiblement. Tout ça concourt généralement à collecter une grande quantité de données et aussi, bien évidemment, de qualité. Une fois qu'on a cette donnée, une question pourrait se poser, c'est comment est-ce qu'on peut extraire de la connaissance à partir de ces données qu'on a collectées? Eh bien, le laboratoire SPE et le laboratoire Stellama ont opté
comme thématique de recherche la modélisation à partir des données. Modéliser, justement, ce thème pourrait parler à certains, pour d'autres non. Modéliser, c'est tout simplement créer une représentation informatique d'un système réel, utiliser cette représentation pour pouvoir répondre à des questions qu'on pourrait se poser sur le système réel. Et dans la communauté de l'informatique, pour modéliser au moyen de la donnée, on va faire appel à l'intelligence artificielle, notamment le deep learning. Le deep learning, c'est tout simplement une sous-partie de l'intelligence artificielle qui va utiliser les réseaux de neurones pour mimer un peu le processus d'apprentissage que le cerveau humain utilise. De façon plus concrète, ce que ça voudra dire, c'est que informatiquement, on va créer un ensemble de réseaux artificiels très complexes, interconnectés entre eux, de telle sorte que on met quelque chose en entrée pour avoir une réponse en sortie. Dans ce cas, vous voyez, on passe une image où il y a un lion et à la sortie, on a tout de suite l'élément qui est identifié sur l'image. De façon globale, on peut donc voir un réseau de neurones comme une boîte qui a des entrées et à partir de ces entrées, une fonction qui permet de transformer ces entrées pour produire une solution, une sortie plutôt. Et généralement, un problème se pose, c'est que cette boîte est tellement opaque qu'on n'arrive toujours pas à expliquer ce qui produit ces résultats. On n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on obtient ce type de résultat. C'est tellement opaque, c'est tellement difficile à comprendre que certains vont même parler d'effet boîte noire, tellement on ne comprend pas ce qui se passe derrière. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça marche et ça marche super bien. À partir de ce moment, on pourrait se dire, bon, tant que ça marche, on n'a plus besoin de s'inquiéter, le résultat y est, c'est le plus important. Mais je vais déconstruire un peu cette idée en vous posant une question. Est-ce que vous accepteriez traverser l'Atlantique à bord d'un avion piloté 100% par une intelligence artificielle? Bon, mais là, justement, tant que ça marche, on est sûr que ça marche, donc on ne devrait pas s'inquiéter. Et c'est justement pour pouvoir aider la communauté lambda à pouvoir accepter l'utilisation de l'intelligence artificielle qu'il y a trois concepts qui ont été mis en place: l'interprétabilité, l'explicabilité et l'acceptabilité. L'interprétabilité, c'est tout simplement expliquer comment est-ce que le modèle il fonctionne déjà. Et ensuite, l'explicabilité, c'est expliquer pourquoi on obtient un certain résultat en sortie. Et enfin, l'acceptabilité, c'est pouvoir faire confiance au modèle qui est obtenu et de pouvoir en faire usage. Donc, généralement, pour qu'un modèle soit acceptable, il faut qu'il soit explicable. Et pour qu'il soit explicable, il faut qu'il soit interprétable. Nous, la question qu'on va se poser principalement pour notre thèse, c'est comment est-ce qu'on pourrait donc générer des modèles qui sont entièrement explicables, puisque pour pouvoir permettre aux gens de l'accepter, il faut quand même pouvoir l'expliquer. Et c'est là que se positionnent nos travaux de thèse pour proposer une approche de modélisation par optimisation qui va permettre de générer des modèles qui sont entièrement explicables. Nous sommes partis d'un constat général, c'est qu'aujourd'hui, on a à disposition plusieurs connaissances qui peuvent provenir de l'IoT, de la biologie, en tout cas, toutes les sciences qui utilisent le comportement des animaux. À partir de ce constat, nous avons émis une première hypothèse qui est qu'il serait possible de retrouver chez différentes espèces un même comportement en faisant de petites variations. De façon plus concrète, prenez une espèce qui va chasser le matin et une autre espèce qui va chasser dans la soirée. Si vous prenez l'espèce qui chasse le matin et que vous variez son moment de chasse pour la soirée, eh bien, en faisant cette petite variation, vous retrouvez simplement le comportement de l'espèce B. Donc, ce modèle que vous aurez obtenu, il serait explicable puisque vous êtes parti d'un modèle qui est déjà explicable, dont vous maîtrisez entièrement les contours. La seconde hypothèse qui découle donc de cette première, c'est qu'il serait possible de modéliser le comportement d'une espèce à partir des connaissances acquises sur d'autres espèces. En combinant ces deux hypothèses, on est parvenu à une conclusion que on pourrait modéliser le comportement d'une espèce en combinant différentes fonctions comportementales d'autres espèces. De façon plus concrète, ça revient à avoir dans un bocal
différentes pièces de puzzle, de différents puzzles. Il faudra trouver dans ce bocal les bonnes pièces et ensuite pouvoir résoudre ce puzzle pour qu'on puisse avoir l'image finale. Vous devez sans doute vous en douter que ça doit être très complexe déjà pour retrouver les bonnes pièces et ensuite retrouver ce puzzle. Et c'est là que va se positionner l'optimisation, qui est une discipline à cheval entre les mathématiques et l'optimisation. Généralement, dans la communauté, chacun veut tirer le drap de son côté. Donc, c'est une approche qui permet donc de résoudre ce type de problème. De façon plus concrète, l'approche que nous allons proposer donc à partir des méthodes d'optimisation, c'est de créer un processus répétitif qui va permettre en un premier temps de générer plusieurs modèles. À partir de ces plusieurs modèles générés, on va observer les fréquences d'apparition des différentes séquences dans le modèle et proposer un modèle final. Ce modèle final que nous proposons, nous allons le soumettre à l'appréciation du biologiste, puisque nous ne sommes que informaticiens. Nous proposons ça, nous soumettons ça au biologiste qui va à son tour valider ou modifier le modèle selon ses attentes ou selon ses connaissances. Donc, cette approche se fait généralement, principalement en 5 phases, que sont la première phase, c'est la génération des connaissances. Qu'est-ce que nous entendons par génération des connaissances gestion, pardon, pas génération. Gestion des connaissances, qu'est-ce que nous attendons par gestion des connaissances? C'est que il faut le voir sur 2 volets. Déjà, ce qu'on sait sur l'animal et ce qu'on a comme données de référence. Je vais rentrer plus en détail. Ce que c'est que ce qu'on sait sur l'animal, c'est que si vous voulez modéliser le comportement d'un animal, vous n'allez pas partir de zéro. À un moment donné, vous avez quand même certaines informations sur l'espèce, que ces informations soient complètes ou incomplètes ou partielles. Vous avez quand même des informations. Donc, il va falloir faire entrer ces informations dans notre approche pour que cette approche puisse générer un modèle qui correspond le mieux à vos attentes. Pour cela, nous avons proposé déjà une représentation informatique uniformisée de l'animal qui est composée de plusieurs entités. Donc, la première, c'est la perception qui permet de définir ce que l'animal peut percevoir. Les desires qui permettent de définir les objectifs que l'animal va devoir atteindre, par exemple se reproduire, se nourrir, se reposer. Ensuite, un ensemble de tâches qui va permettre d'atteindre les objectifs définis par les composants divers. Donc, selon l'information qu'on a au début, on peut créer le module qu'il faut et l'insérer dans le processus. Ensuite vient le second volet de la gestion des connaissances qui représente les données de référence. Puisque lorsqu'on génère un modèle, on veut que notre modèle ressemble le plus possible au système réel. Et là, il nous faut des données pour quand même faire des comparaisons par rapport à ce qu'on a généré. Pour cela, nous avons déjà en un premier temps développé un ensemble de moyens technologiques qui permettent de collecter des informations sur différentes espèces. Là, vous avez une puce que nous avons placée sur des langoustes et des homards qui nous permettent de voir les données de déplacement, les profondeurs. Et pour des espèces comme les oursins qui ne peuvent pas porter ces puces, nous avons développé des caméras autonomes qui ont la capacité d'observer par suivi vidéo ces espèces, comment ils se comportent et justement sur une longue durée sans être à court d'énergie. Donc, c'est développé de telle sorte que la gestion de l'énergie soit vraiment optimisée pour faire quand même un suivi dans le temps. La seconde phase de notre approche, qui est la phase d'optimisation qui représente le cœur de notre approche, c'est l'optimisation par métaheuristique. Souvenez-vous, notre hypothèse, c'est qu'on pourrait modéliser le comportement d'une espèce en combinant différentes fonctions comportementales d'autres espèces. Pouvoir faire ces différentes combinaisons, comme je l'ai présenté pour l'exemple du puzzle, c'est quelque chose de compliqué. Et face à ce type de problème, on a une classe d'algorithmes d'optimisation qu'on va appeler les métaheuristiques. Les métaheuristiques, c'est des algorithmes qui sont inspirés par la nature. On va observer les phénomènes qui se déroulent dans la nature. On va voir comment la nature arrive à résoudre ces problèmes pour l'appliquer à nous, nos problèmes complexes. Généralement, les métaheuristiques, leur principe, c'est de partir d'une ou de plusieurs propositions
qui seront améliorés au fil des itérations jusqu'à obtenir une solution qui sera optimale à celle qu'on attend. Dans la littérature, il y a une multitude de métaheuristiques et ça sort quasiment tous les jours. On ne pourra pas tous les détailler, mais quand même, je vais prendre un exemple pour vous montrer concrètement de quoi il s'agit. Je vais prendre ce qu'on appelle chez nous l'algorithme génétique. L'algorithme génétique, il s'inspire principalement du phénomène génétique. Comment est-ce que deux parents vont combiner leur génome pour obtenir des enfants qui sont différents d'eux, mais quand même qui proviennent de ces deux parents. Dans notre cas précis, on va avoir dans notre bocal différentes fonctions comportementales qu'on aurait collectées sur différentes espèces. De ce bocal, on va former nos deux parents et les deux parents vont pouvoir, on va faire un croisement de ces deux parents pour obtenir des enfants qui vont provenir évidemment de ces deux parents, mais quand même, comme vous pouvez le voir, ont des structures différentes des parents. Et c'est ça le processus que nous allons faire dans notre approche. On va générer plusieurs modèles sous ce format et à partir de ces plusieurs modèles générés, on va remarquer qu'il y a des séquences qui vont apparaître plus souvent que d'autres. À partir de ces séquences qui vont apparaître souvent, on va finalement générer un modèle qu'on va présenter à l'expert pour lui dire, au fil de ce qu'on a fait, voici ce qu'on a obtenu. À toi, l'expert, de pouvoir nous dire s'il est bon ou pas. Et c'est ça la phase suivante où l'expert va se poser des questions comme est-ce que les séquences qu'on a obtenues, c'est des séquences qui sont logiques parce qu'il y a aussi des problèmes qui peuvent survenir. On peut avoir les mêmes résultats sans les mêmes effets, généralement pas d'équifinalité. Donc, nous, en tant qu'informaticiens, on n'a pas la capacité de définir, d'identifier ces cas, mais l'expert, lui, tout de suite, il peut identifier cela. Ensuite, est-ce que les séquences qu'on a obtenues sont exécutées dans le même ordre? Par exemple, je dis n'importe quoi, enfanter avant de s'accoupler. Nous, en tant qu'informaticiens, c'est possible, mais le biologiste, pour lui, ce n'est pas possible. Donc, lui, il va pouvoir identifier tout ça. Et si éventuellement nos informations ne sont peut-être pas cohérentes, à un moment donné, ça peut inspirer d'autres pistes au biologiste qui va lui faire penser à d'autres informations qu'il peut toujours utiliser pour générer son modèle. Et là, dans la phase qui va suivre, il va pouvoir enlever ce qui est incohérent, ajouter ce qu'il a trouvé de nouveau ou éventuellement valider ce qu'il a trouvé de très bien dans ce qui a été généré. Et ce processus, il va le faire de façon répétitive jusqu'à obtenir un modèle qui sera de meilleure qualité que celui qu'il avait obtenu au début. En appliquant cette approche aujourd'hui, nous avons quand même réussi à développer des moyens technologiques qui nous permettent de suivre des espèces partout dans la nature et à de longues distances, tout en optimisant l'énergie. On arrive à collecter des données sur l'espèce, mais également sur son environnement, puisque l'environnement aussi peut affecter le comportement de l'espèce en elle-même. Ensuite, nous avons réussi à proposer une nouvelle architecture de modélisation et de simulation du comportement animal et également développer la plateforme de simulation qui est associée à cette architecture. Nous avons surtout proposé une nouvelle approche de modélisation par optimisation qui nous permet aujourd'hui de générer des modèles qui sont entièrement explicables, ce qui est quand même un peu je vais dire, complexe aujourd'hui à l'heure où nous parlons. Et tous ces concepts, nous avons réussi à les valider aujourd'hui sur des espèces théoriques. À long terme, nous pensons quand même mettre à la disposition de la communauté des professionnels de la pêche, notamment, et la communauté scientifique en général, un outil d'aide à la compréhension du comportement animal qui va rendre simple et accessible la génération des modèles et évidemment, ils seront explicables. Actuellement, nous sommes en train de préparer un protocole expérimental qui nous permettra de collecter des données sur des oursins afin de pouvoir appliquer cette approche que nous avons proposée et validée sur des modèles théoriques. Et en fonction des résultats qu'on aurait obtenus éventuellement sur cette phase d'application réelle, on pourra stabiliser notre architecture
et enfin atteindre l'objectif ultime de ce qui fait que je suis au laboratoire aujourd'hui, soutenir publiquement ma thèse. Telle est aujourd'hui la substance du travail que je mène au sein du laboratoire SPE de l'UAS Telama. Je suis au thème de la présentation. Si vous avez des questions, je me ferai le plaisir de vous répondre. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci Rodolfo. On va donc passer à un jeu, on va dire, de questions-réponses, s'il y en a dans l'Assemblée, ou même, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient rejoint la discussion sur Teams. Donc, du coup, je vais commencer. Du coup, j'ai vu, même en j'ai vu ton site, j'ai vu que tu avais travaillé à Stella Mar. Et du coup, tu nous as expliqué là qu'il y avait différents, on va dire, modèles de métaheuristiques. Et est-ce que ces différents modèles de métaheuristiques s'adaptent, on va dire, à l'espèce étudiée ou pas du tout? Oui, la particularité des méta-heuristiques, c'est d'ailleurs, ça s'entend dans le nom, c'est méta-heuristique, donc au-delà des heuristiques. Donc, c'est fait de telle sorte à ce qu'il s'adapte à tout type de problème d'optimisation. Mais le plus de nos travaux, c'est que de base, les méta-heuristiques sont utilisés pour résoudre des problèmes numériques. Mais nous, on a réussi quand même à pouvoir l'appliquer à des problèmes, à la fois pour des problèmes numériques et des problèmes structurels qui ont quand même une application concrète dans le milieu réel. Donc, on peut utiliser ce modèle pour n'importe quel type d'ailleurs d'espèce. C'est un format assez générique. Tout dépendra des composants dont j'ai parlé, perception, desire. Selon chaque espèce, on le calibre selon chaque espèce et le modèle, il pourra tourner pour générer le modèle de comportement attendu. Parce qu'on peut imaginer que selon les espèces, ce ne sont pas les mêmes données qui sont prises. Oui, Et par exemple, au niveau du travail, c'est presque un travail, on va dire, de tri plus qu'autre chose, parce qu'il doit avoir une masse de données impressionnante, non? bien sûr, bien sûr. Et c'est ça, toute la puissance des méta-heuristiques qui sont vraiment adaptés pour ce type de problème. C'est ça, c'est des problèmes euh, d'une certaine complexité mathématique que d'ailleurs, même dans la littérature, on parle de problèmes complexes. Des fois, on parle de problèmes complexes, de problèmes difficiles. Et aujourd'hui, il y a, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a quand même un défi qui est lancé aujourd'hui pour ceux qui arrivent à résoudre les problèmes difficiles. Il y a, je crois, 1 million de dollars disponibles pour ceux qui arrivent à résoudre ce type de problème. Et aujourd'hui, personne n'arrive à résoudre ce problème, même les méta-heuristiques. Donc, pour voir un peu quand même l'ampleur de la complexité de ce qui est fait derrière. Et du coup, pour revenir sur ce problème insoluble, du coup, quel est le problème des météoristiques? C'est les machines elles-mêmes qui sont pas assez puissantes? Euh, Le problème, en fait, quand on veut résoudre un problème, je vais rentrer un peu plus en détail. Quand on veut résoudre un problème, il y a deux types de problèmes qu'on résout. Le problème, le premier, c'est que on peut facilement résoudre le problème simplement en énumérant. Je suppose que j'ai un bocal et j'ai deux boules dedans. Je veux tirer une boule. Au bout de quelques essais, je vais quand même tirer la bonne boule. Ça, c'est des problèmes qu'on peut résoudre facilement et qu'on peut vérifier aussi facilement si on a la bonne solution. L'autre type de problème, c'est qu'on n'arrive pas à résoudre ça, mais dès qu'on nous présente la solution, on trouve vraiment l'évidence. C'est comme les énigmes ou les charades. Quand on vous pose le problème, vous n'arrivez pas à trouver tout de suite la solution, mais quand on vous donne la solution, vous pouvez vérifier tout de suite et dire, ben, c'est évident. Donc, c'est ces deux types de problèmes pour lesquels les métaheuristique sont adaptés. Les métaheuristique, plutôt que de trouver la solution, ils vont générer des solutions aléatoires puisque c'est facile de vérifier. Ils vont générer plusieurs solutions et une fois que les solutions sont générées, il pourra vérifier pour savoir à peu près s'il arrive à résoudre ou non. Ce qui permet donc de pouvoir résoudre des problèmes qui sont facilement résolvables. Je pense que c'est toujours dépendant d'une validation d'experts. Nous, c'est notre approche parce que dans la communauté, je ne vais pas mettre le cliché des informaticiens, dans la communauté des informaticiens, on a tendance à rester dans notre coin. Tel que c'est valide mathématiquement et informatiquement, on se dit que ça va.
Et c'est d'ailleurs le cas de l'exemple que j'ai pris. Pour nous, il n'y a pas de problème tant que ça marche, mais en réalité, pour le grand public, il faut quand même pouvoir l'expliquer autrement. Là, la force quand même de ton travail, c'est qu'il y a au moins une double validation. Exactement, il y a la validation informatique et la validation de l'expert. Et pour ça, justement, il y a l'interface qui permet à l'expert, le biologiste notamment, de ne pas se gratter la tête de tout ce qui est code. Il y a l'interface qui est très intuitive, qui est d'ailleurs sur Internet, où tout le monde peut y avoir accès directement. Et pour l'informaticien, pour ne pas justement trop rentrer dans le processus des biologistes, lui, il a l'interface qui lui permet de récupérer les informations selon le modèle qui s'est traité. Donc, tout le monde est content et il y a la double validation, justement. Et du coup, au laboratoire Stella Mark, ça fait Oui. combien de temps que on va dire, cette méthode est utilisée? Ben, cette méthode des méta-heuristiques, elle commence justement par moi, par ma thèse. Et c'est d'ailleurs l'objectif de ma thèse, c'est d'explorer cette piste pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et là, avec les résultats qu'on est en train d'avoir, c'est des résultats très prometteurs. Et c'est quand même, je pense, je ne vais pas trop m'avancer, mais c'est quand même une piste qui est très intéressante à explorer. Et toi, du coup, comment tu es arrivé à ces méthodes heuristiques? Parce que si c'est toi qui les as amenés à Stella Mark, il y a quelqu'un qui te les a amenés à toi, on va Bien dire. sûr, bien sûr. Elle a été, les méthodes ici que je me suis intéressé principalement euh, à partir des travaux de l'un de mes encadreurs déjà, d'ailleurs, Bastien Poch, qui a fait sa thèse sur les méthodes heuristiques, sur comment est-ce qu'on peut optimiser les processus qui existent. Mais là, le problème restait toujours numérique. C'est par exemple quelle quantité de médicaments donner de façon optimale à un malade qui doit pouvoir faire le compromis, soit il est allergique au produit, mais quand même, il faut mettre le produit pour pouvoir soigner un autre mal. Donc, lui, il traite de façon numérique l'information. Mais moi, mon apport, c'est de partir de là et de dire, au-delà du traitement numérique, je peux également faire du traitement structurel et numérique à la fois, ce qui est quand même un plus aujourd'hui dans la communauté. D'ailleurs, on peut imaginer, là, du coup, c'était plutôt dans le monde biologique, on peut imaginer extrapoler, on va dire, ce système méthodologique Tout à fait. à d'autres sciences. Tout à fait. Un exemple que j'envisage justement, c'est dans l'évacuation des bâtiments en cas d'incendie. Que ça ne vous frustre pas, mais l'homme, de base, c'est un animal. Donc, on peut appliquer le même processus pour modéliser le comportement de l'homme lorsqu'il est en situation de panique, lorsqu'il est en situation de stress. Comment est-ce qu'il peut évacuer un bâtiment, par exemple? Et ça, cette architecture s'y prête parfaitement. Dans du comportement des fourmis. Oui, ça fait partie, et c'est d'ailleurs un très bel exemple des méthodes heuristiques. C'est une des méthodes heuristiques très utilisées. Comme je l'ai dit, je ne pouvais pas tous les présenter, même si on me donne toute une année, ça sort chaque jour quasiment en fait. Après, justement, là, pour rebondir sur ce, ce programme météoristique qui gérerait, on va dire, d'une certaine manière les pensées plus rapides des hommes en cas d'incendie. Oui. Est-ce qu'on peut comparer ça, par exemple, à ce qui se fait dans le monde, on va dire, du jeu vidéo, où la structure même du monde, la structure même de comment le jeu est pensé, en fait, pousse, on sait comment le cerveau humain marche et comment l'amener là où on veut, on va dire. Évidemment, c'est ça. Et j'en ai fait cas tout à l'heure, j'ai parlé de la notion d'environnement. Tout ça, c'est l'environnement qui influence le comportement de l'individu qui se trouve au milieu. D'où l'étude du comportement ne peut pas être dissociée de son environnement. Mais en fait, avec les métahumanistiques, c'est, on va dire, une méthode utilisée il y a très longtemps, mais sauf qu'on peut toucher à des millions et des milliards de données d'un seul coup. Exactement. Exactement. Il peut se baser sur cette donnée parce que les méta-heuristiques, le principal atout des méta-heuristiques, c'est qu'ils savent vérifier des solutions qu'ils génèrent. Donc, ils ne savent pas résoudre des problèmes, en fait, mais ils savent quand même vérifier rapidement. Et vu que de base, les problèmes qu'ils utilisent pour résoudre, c'est des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Donc, aujourd'hui, c'est la meilleure façon de résoudre des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Comme des Mais énigmes. c'est quand même pas une finalité parce qu'il faut un regard derrière. Oui, on peut entièrement faire confiance aux méthodes heuristiques, comme je vous l'ai dit. Mais nous, on a décidé d'ajouter cette couche de l'expert quand même
qui a son dernier mot. Une météoristique, lors de la résolution de son problème, rien ne l'empêche de voir qu'une tortue fait un sprint à 100 km/h. Mais l'expert derrière pourra dire ça, ce n'est pas cohérent et il peut l'enlever de sa structure. Une fois que cette information est insérée dans le modèle, lors de la prochaine phase répétitive, il ne pourra plus prendre ça en compte et ça va permettre d'avoir... C'est vraiment une IA à rester dans ce qui se passe en ce moment. C'est comme le GPT, il faut le nourrir, on va dire. Il faut le nourrir, oui. Il faut le corriger plus que le nourrir. Les deux. Les deux. Parce que, surtout le nourrir parce que c'est ça qui va permettre d'orienter sa recherche et aussi le corriger parce qu'à chaque fois qu'il détecte quelque chose, ça permet aussi de restreindre son champ de recherche. C'est pour ça que y a, sur un dernier transparent, tu parles de contre-intuitif. Tu veux pas revenir? Non intrusive. Non, contre-intuitif. L'avant-dernier. Tu vois, voilà. Développer des moyens technologiques sans fil non intuitifs. Ça veut dire non, ça veut dire quoi ça? Ah non, je voulais dire intrusif. Ah bon, je ne comprenais pas. De sorte à ce qu'on puisse suivre l'espèce sans pouvoir. Sans la dégoûter. Voilà, c'est ça. Ne pas biaiser son comportement réel par notre présence. C'était la marque, c'est quand même fait dans des bassins. Pas que. Il y a aussi en mer. Pas que. Et la plupart des expérimentations, déjà là, ça c'est lorsque je déployais des petites caméras autonomes pour observer des oursins qui sont lâchés dans le milieu naturel. C'était principalement là, on voulait voir les principaux prédateurs qui s'attaquaient aux juvéniles parce que le comportement ne peut pas être dissocié de son environnement. Ça, c'est... Et du coup, on peut imaginer qu'avec le même système météoristique, mais pas du tout dans le même milieu, on n'arrive pas au même résultat. Du coup, là. Oui, évidemment. Évidemment. Un exemple tout simple, c'est que vous prenez une espèce qui grandit bien dans son environnement, vous le mettez dans un environnement où il n'y a pas du tout ce qu'il mange. Ouais. Donc, l'environnement intervient dans la finalité de sa vie, en fait. J'ai une question sur les espèces sur lesquelles tu as travaillé, si tu peux le dire. Hein. Oui. Donc, l'oursin, tu nous as montré, la langouste, on a parlé du homard. Oui. Est-ce qu'il y a des exemples sur les poissons qui sont plus... Et, enfin, histoire... Oui, il y a le corbe, le dentier, mais je ne travaille pas principalement sur ces espèces. Je travaille sur ces espèces et surtout sur l'oursin, en fait. Ça, il y a le dentier, le corbe, la grande araignée de mer aussi. Mais moi, je ne travaille pas sur ces données. D'accord. Oui. OK, merci. Y a-t-il d'autres questions? Du coup, on va remercier une nouvelle fois Rodolfo de son explication. Les météoristiques, même si la boîte reste très noire. L'objectif, c'est ça, c'est de ne plus que la boîte soit noire, en fait. Donc, les météoristiques permettent de voir beaucoup plus clair à l'intérieur de la boîte. On voit d'ailleurs beaucoup plus clair à la fin de ta présentation que au début. Quand même un peu plus, il faut être honnête. Hein. Bon, après, nous sommes plus proches des biologistes que des informaticiens quand même, on va dire, d'une certaine manière. Non, on a une informaticienne qui n'est pas amenée, mais je fais le pont. Oui. Voilà, je aussi. Et du coup, je vous donne rendez-vous pour le prochain rendez-vous des doctorants, ça sera le 12 juin. On repasse du côté des sciences humaines et sociales avec Marc-André Apéro qui va nous parler de la mémoire et d'histoire, ce dilemme d'une certaine manière politique et historique. Voilà. Merci beaucoup.